Mardi 15 octobre 2024, Gueule Afrique Télévision vous souhaite encore le bienvenu dans cette nouvelle émission présentée par Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation. Notre invité aujourd'hui est Josué Walahi, un activiste des droits humains. Avec lui, nous allons revenir sur les affrontements qui ont eu lieu ce lundi 14 octobre 2024 dans les territoires de Massissi, mais également les rapports qu'a présenté le gouverneur de la province du Nord Kivu dans les secteurs miniers, que la province a perdu beaucoup d'argent, plus de 5 millions de dollars, depuis la résurgence des rebelles du M23, c'est-à-dire depuis la période de 2021 jusqu'à aujourd'hui, plus de 5 millions de dollars dans les secteurs miniers, la province l'a loupé ainsi. Monsieur Josué Walahi, j'ai l'honneur de vous dire bonjour et bienvenue de nouveau sur Gueule Afrique Télévision. Bonjour très chers journalistes, bonjour également à nos téléspectateurs, bonjour à tous les Congolais et les Africains qui sont en train de nous suivre. Merci encore pour l'invitation, ça faisait un peu longtemps, mais on est là. Et les devoirs patriotiques, quand ils nous appellent, on doit répondre présent et toujours venir parler de la nation, de l'Afrique, des idéaux chaque fois qu'on a le pouvoir de le faire. Et n'hésitez pas toujours de nous appeler, très chers téléspectateurs, restez toujours scotchés sur Gueule Afrique, toute l'équipe technique de Gueule Afrique. Merci beaucoup encore de nous avoir choisis comme invité ce matin. C'est mardi, comment allez-vous, monsieur Josué? Nous allons bien, Dieu fait grâce, on est vivant, quelle que soit la situation chaotique de notre pays actuellement. Mais nous espérons parce que nous avons l'espoir et nous, c'est l'espoir qui nous fait juste vivre dans ces pays. Et nous croyons que ça va aller, que tout va changer. Mais c'est là au prix des sacrifices de tous les citoyens congolais qui sont prêts à se battre pour sa dignité, pour son épanouissement. Et c'est là où nous trouverons les salis de notre peuple. Le plaisir nous revient sur Gueule Afrique Télévision, la télévision panafricaine au cœur des investigations. Mesdames et messieurs, nous vous disons encore bonjour et bienvenue. Pour ceux-là qui, peut-être c'est pour la première fois de suivre Gueule Afrique Télévision, nous vous appelons à vous abonner, à partager la vidéo également, de commenter, de penser ce que vous estimez sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez le droit de le faire et c'est dans la barre de commentaires. Bienvenue. De violents affrontements ont éclaté ce lundi 14 octobre 2024, et c'était depuis la matinée, dans le village de Kashuga, situé dans la localité de Mweso, chefferie de Bachali, dans les territoires de Massissi. Les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo, le VDP, volontaires engagés pour la défense de la patrie, se sont livrés à un combat, à une bataille intense, utilisant ainsi des armes lourdes et légères. Les combats, on dirait de 5h à 10h, ces combats ont paralysé les activités socio-économiques dans la région. La population a fui en masse vers d'autres localités, craignant ainsi sa sécurité. C'est-à-dire la population a fui tout en disant qu'elle est en train de craindre que les bombes tombent encore sur eux. Ainsi, cette population a pris fuite vers d'autres localités. Monsieur Josué Walahi, des affrontements ont été signalés, ont éclaté entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du M23. Tout en sachant que le samedi passé, il y a des accords qui ont été signés. Alors, pour commencer avec ces affrontements, il a aussi été entendu que désormais, les deux parties vont respecter les cessez-le-feu. Mais une chose qui est réelle, c'est lundi, il y a eu des affrontements qui ont été signalés. Vous, en tant que jeune de la région, c'est quoi votre pensée? C'est quoi votre analyse? Encore une fois, les rebelles du M23 violent ce cessez-le-feu malgré les mesures qui ont été entreprises au niveau de Luanda. Moi, je crois que premièrement, c'est d'abord parler de ces accords ou soit ces décisions prises au niveau de l'Angola. Ce qui est très important actuellement, c'est de comprendre que les cessez-le-feu, la manière de se taire face à une agression
Et pour nous, c'est comme une complicité, une naïveté. De la part de qui? De la part de nos autorités, mais également de la part de ceux-là qui prétendent amener les Congolais et les Rwandais sur une table pour trouver une solution. On ne peut pas nous agresser. Ce n'est pas pour la première fois que les soldats rwandais agressent la RDC. Et les accords qui ont été signés depuis même l'époque de Kabila jusqu'à aujourd'hui, ces accords n'ont jamais été respectés par le Rwanda. Et nous laisser abattre, nous laisser souffrir dans les camps de déplacés, laisser les ennemis sur notre sol et ces terres, je pense que ce serait une façon naïve de traiter cette guerre. Il est très important de faire comprendre à nos VDP et également à nos FARDC que le cessez-le-feu ne va pas nous conduire à la paix. C'est vrai, je ne suis pas parmi ces gens-là qui s'alignent derrière la pensée, qui dit que qui veut la paix prépare la guerre, parce que je sais que la guerre a toujours eu ses victimes, mais lorsqu'on est agressé, il faut utiliser l'article 63 et 64 de notre Constitution. Et le peuple, le Ouazalendo, nos FARDC, ils doivent se battre et ils ne doivent pas observer un cessez-le-feu lorsque l'ennemi est toujours sur notre sol. Je crois que violer les accords de Rwanda par les Rwandais, ou soit violer ces accords par les Congolais, et ça serait beaucoup plus légitime que ces accords soient respectés d'abord par les Rwandais et non par nous. Parce que les accords ne disent pas que les soldats rwandais doivent rester chez nous. Et donc, respecter ces accords, c'est de voir d'abord ces personnes-là se retirer. Et nos FARDC ne doivent pas observer un cessez-le-feu face à ça. Ils doivent se battre pour faire respecter les accords. Faire respecter les accords, cela veut dire chasser les Rwandais comme ils ne veulent pas respecter les accords, ils ne veulent pas sortir sur le sol congolais. Il faut qu'ils soient chassés par force. Lorsque la diplomatie semble échouer, cela veut dire qu'on donne la brèche à la force de se battre. Parce que diplomatiquement, on a tendance à croire que les Rwandais, ils feront ça, et ça sera comme un cycle. Lorsqu'ils se sentent un peu économiquement faibles, ils organiseront encore d'autres rébellions. Ils ont commencé avec RCD, ils sont partis avec CNDP, aujourd'hui M23, AFC et tout, et continuer à cautionner que nous soyons toujours victimes de ce genre de barbarie et de Paul Kagame serait une façon de piétiner l'indépendance et la souveraineté de notre nation. Et comme nous tous Congolais, nous avons le devoir de faire respecter l'indépendance, de faire respecter la souveraineté de notre pays et comprendre que lorsqu'on parle de la souveraineté, le peuple reste souverain. Et lorsqu'on parle du peuple, on voit tous ces gens-là, les FARDC, les Ouazalendo, les civils. Nous tous, nous devons nous engager, chacun à son niveau, pour mettre fin à cette barbarie rwandaise. Aujourd'hui, vous venez de le déclarer tout à l'heure qu'il faut vraiment imposer les armes pour rétablir la paix à l'est du pays. On a parlé ici, c'est depuis plus de 30 ans, M. Josué Walaï, que les armes se font entendre sur l'étendue de la province du Nord Kivu, Ituri, au Sud Kivu. Nous sommes allés au plateau, mais nous n'avons jamais obtenu une réponse malgré les armes qui se font entendre. Pourquoi ne pas accorder aussi une attention ou donner la chance à ces processus, peut-être qui visent aussi à rétablir la paix à l'est de la RDC? Moi, je crois que ce n'est pas de la même manière dont tu viens de dire que les armes se font attendre depuis 30 ans. Et c'est depuis 30 ans que les accords se font signer. Il faut pas oublier qu'il y a eu les accords de Sun City. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le dialogue intercongolais. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu les accords du 23 mars dont le M23 prétendent réclamer lorsque le CNDP a été intégré. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs accords signés avec les Rwandais. Mais est-ce que ces accords ont mis fin au retentissement des armes? Est-ce que ces accords ont mis fin aux atrocités? Est-ce que ces accords ont mis fin à l'agression, au pillage? Non. Il est très important que les Congolais puissent comprendre que nous sommes également une force. On ne doit pas
prendre nos forces armées comme étant des forces passives qui resteront juste là en train de subir les résultats ou soit de subir la pression des accords. Il est très important, il est également nécessaire que le Congolais, mais également toutes les autorités de la République démocratique du Congo puissent donner la chance à nos FARDC de remplir leurs missions régaliennes. Sinon, si nos FARDC seront en train de subir chaque jour les accords, ils n'auront pas vraiment les raisons d'exister. La raison d'une armée dans un pays, c'est d'abord protéger l'intégrité nationale, défendre la nation, défendre ses drapeaux. Ils prêtent serment pour défendre le pays et le faire subir les volontés des agresseurs, les volontés des pays occidentaux qui n'arrêtent d'entêter ou soit de soutenir les Rwandais pour agresser le Congo, serait une façon de leur priver d'accomplir leur mission. Et il est également nécessaire que nous puissions dire à nos FARDC qu'ils ont prêté serment et qu'ils ne doivent pas trahir ces serments-là. Et que la défense... Observez le fait, observez s'il vous plaît, observez le cessez-le-feu, c'est une manière pour vous de vous le qualifier de trahison? Pour moi, observant cessez-le-feu face à une agression, c'est une façon de trahir les serments. Les serments parlent de la défense nationale. Et que même un maître de ce pays ne peut pas être occupé par un étranger. Pendant que vous avez cette mission-là, il est important, il est également primordial de faire usage de nos textes de loi, de respecter nos serments, lorsqu'il s'agit surtout de la défense nationale. Et lorsque nous prenons la défense nationale, nous la laissons dans la diplomatie chaque jour. Ces gens ils seront en train de gagner des terres ici, et gagner des postes ici, gagner des trucs qui ne leur appartiennent pas, tout simplement parce qu'ils savent déjà que nous allons négocier. Je ne sais pas si c'est la paix, mais pour moi, je sais que la paix ne fait pas la force d'une armée et qu'une armée doit bannir la paix et doit croire en elle pour sauvegarder, mais également protéger l'unité nationale. Alors, avant la dernière question, toujours à ce sujet de la sécurité à l'est de la RDC. Monsieur Jojo Alaï, quand vous parlez de l'armée, pour selon vous, observer le cessez-le-feu, c'est une manière de trahir le serment que les FARDC ont prêté de défendre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle du partenariat militaire de FARDC et d'autres forces qui sont venus exactement. On parlait des instructeurs roumains, on parlait de Burundi, on parlait de la SADC, Samidi Arsi, on parlait de plusieurs forces sur le sol congolais. Selon vous, comment vous estimez le fait que la RDC a fait appel à ces forces? Parce que selon certaines personnes aujourd'hui, selon certains jeunes, que cela est une manière, la sous-traitance de l'armée. C'est une manière, selon eux, qu'ils considèrent que c'est minimiser, ce n'est pas donner la valeur au FARDC. Parce que selon eux, ils estiment toujours que le FARDC devrait d'abord se battre, faire la guerre contre les Rwandais. Et si ça n'allait pas tenir ainsi, on devrait faire recours à ces gens. Mais ce n'est pas le cas que nous avions observé. On ne sait pas quelle analyse vous portez là-dessus, vous également, en tant qu'un jeune de la région du Kivu. Je n'arrêterai jamais de le dire chaque jour que le FARDC, ou soit le peuple congolais, ne doit pas croire qu'une armée étrangère viendra verser son sang au profit de la nation congolaise. Mais nous avions vu certains, s'il vous plaît, nous avions vu certains Sud-Africains qui ont perdu la vie dans la SADC ici. Nous savons qu'il y a eu deux. Je crois que c'était deux, mais ils ont perdu la vie. Dans quelles circonstances? Est-ce qu'ils étaient sur les lignes de front ou soit il y a juste une bombe qui est tombée parce qu'ils étaient sur un mauvais endroit? Est-ce qu'ils sont souvent sur les premières lignes de front? 20 ans maintenant, 30 ans, on est en train de partir vers 25 ans avec la MONUSCO chez nous. Est-ce qu'ils ont été un jour sur la ligne de front et se battre contre l'ennemi? On a eu l'EAC que nous avons chassé par le soulèvement populaire ici. Est-ce que l'EAC avait un jour engagé les offensives
contre la rébellion du M23? Est-ce que la SADC, depuis qu'elle est ici, a déjà lancé les offensives contre la rébellion du M23? Souvenons-nous à l'époque où il y a eu des opérations Sokola 1, Manileo, Kimia 2, Kimia 1, et où il y a eu certains Rwandais qui sont venus ici se régler des comptes avec certaines personnes qui prétendent être des FDLR ici, avec tout ce qui s'est passé avec ces opérations-là, on sait. Est-ce que ça nous a apporté des solutions? Je crois non. Il est très important. Il est également naïf de considérer les armées étrangères que notre propre armée nationale. Parce que si vous partez actuellement là où les soldats de SADC logent, vous allez comprendre qu'ils sont en train de loger dans des bons campements. Si nous partons là où les Roumains qu'on appelle les instructeurs, moi je ne vois jamais leurs instructions, qu'on appelle instructeurs, là où si vous partez là, ils louent des hôtels dans la ville de Goma. Si vous partez là où la MONUSCO, les contingents de la MONUSCO restent, ils sont dans de bons campements. Mais si vous partez là où nos FARDC restent, si vous essayez de surveiller les campements de nos FARDC, comparé au campement des étrangers, vous allez comprendre que les étrangers sont mieux traités sur notre sol que nos propres soldats. Et ça, pour nous, c'est une façon de piétiner la dignité congolaise. Parce qu'on ne peut pas être dans une maison où les visiteurs sont mieux traités que les fils maison. Nos FARDC devraient être mieux traités. Et tous ces soldats qui arrivent ici devraient comprendre que ces soldats sont mieux traités. Mais comment est-ce qu'ils respecteront nos FARDC quand eux, ils sont mieux traités que nous? Et il est également une façon, nous devons également dénoncer la manière dont nos FARDC sont traités. Nous avons besoin que nos FARDC soient équipés en logistique, que nos FARDC soient occupés dans tout. Mais nos autorités semblent oublier. Et cette façon de faire croire aux gens que ces étrangers doivent être mieux traités parce qu'eux, ils se battront et ils nous ramèneront la paix. Là où nos FARDC peut-être ont échoué, nous sommes en train de nous tromper. S'il faut échouer, échouons avec nos propres soldats. Dans la guerre, on peut perdre, mais on perd, mais dans la dignité. Mais est-ce que si on perdait cette guerre actuellement, on serait en train de perdre dans la dignité? Non. Est-ce qu'on dira que nos FARDC ont perdu? Non. Nos FARDC, on ne leur donne pas cette brèche d'assurer leur mission. Il est très important de faire assurer la mission des FARDC, mais également de rentrer et de donner nos FARDC de l'estime face aux soldats étrangers. Voilà, mesdames et messieurs, vers la fin de cette émission, nous allons prendre les derniers points. Ce qui concerne la déclaration du gouverneur de la province du Nord Kivu l'a déclaré hier, faisant savoir que depuis les rebelles du M23 sont sur les sols congolais, ça ne va pas. Dans les secteurs miniers, ça ne va pas vraiment. Il y a de quoi on peut signaler et il n'y a rien à espérer. Je l'ai parlé au début de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, sur ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo à l'Est? Que pensez-vous sur la guerre dans l'Est et de la RDC? Vous avez le droit de commenter dans la barre de commentaires. Exactement. Vous pouvez aussi partager la vidéo à d'autres personnes afin qu'ils soient aussi au parfum de l'actualité. Entre 2020 et 2024, suite à la présence des rebelles du M23, la province du Nord Kivu a perdu plus de 5,3 millions de dollars américains dans les secteurs miniers, a déclaré le gouverneur de la province du Nord Kivu. Le lieutenant général, le général-major, voulais-je dire, Peter Tirimwami, gouverneur de cette province, c'est lundi 14 octobre 2024, c'est-à-dire entre 2020 et 2024, la province du Nord Kivu a perdu plus de 5,3 millions de dollars dans les secteurs miniers, c'est-à-dire c'est suite à la présence des rebelles du M23. Monsieur Josué Walaï, beaucoup d'argent dilapidé aujourd'hui, beaucoup d'argent part aujourd'hui. L'autre fois, Bintou Keïta a fait savoir que la rébellion du M23 génère
au moins 300 000 dollars le mois dans les territoires de Masisi, dans les secteurs miniers. Ça vous fait quoi aujourd'hui les jeunes Congolais vivant dans la région du Kivu? Des jeunes aujourd'hui, quel est votre message? C'est quoi votre analyse face à face de tout ce qui se passe, surtout dans ces secteurs miniers? Moi, je crois qu'il y a une partie d'irresponsabilité dans les chefs de notre général Peter Chirimwami. Parce qu'on est gouverneur, on n'est pas acteur de la société civile pour dénoncer. Et puis, on est militaire de l'état des sièges. L'état des sièges qui a une mission. Si nous commençons à faire de tels bilans, de communiquer ça, qui profite de cette communication-là? On veut dénoncer auprès de qui? Il y a une façon, il y a une façon dont nous sommes en train de traiter cette guerre. Parfois, ça m'étique. Bintou Keïta, elle a fait cette déclaration. Est-ce qu'elle oublie que cette guerre est également économique? Mais qu'est-ce que les Congolais font de cette déclaration? Qu'est-ce que les Congolais font de cette guerre? Qu'est-ce que les Congolais font également pour que le monde puisse savoir, puisse savoir que nous sommes pillés? Regardez, je vais vous donner un exemple. Combien de Congolais sont partis, par exemple, à la CPI, introduire leurs plaintes, ou soit introduire un dossier qui incrimine les Rwandais, qui incrimine les Rwandais dans ces pillages. Mais un Camerounais, Charles Onana, il accepte. Aujourd'hui, il est en train de subir la pression d'un procès sur le Congo. Et les Congolais ne soutiennent pas. Le gouvernement congolais n'a pas même fait une déclaration de soutien à Charles Onana. Et donc, il y a des étrangers qui se soucient de nos problèmes que nous. Quand un gouverneur fait une déclaration que nous sommes pillés, mais il est en train de faire cette déclaration auprès de qui? C'est lui la solution, mais nous cherchons de la solution ailleurs. Nous ne devons pas être des problèmes dans notre propre problème. Nous devons plutôt être des solutions dans nos problèmes. Voilà. Mais actuellement, on est devenu des problèmes. Il est très important de rappeler le procès de Charles Onana, d'ailleurs qui parle trop de la guerre de l'Est, avec le livre Holocauste au Congo, où on parle du Rwanda, du génocide congolais. Les gens qui célèbrent parfois la question du génocauste. Parce que dans le génocauste, on parle des mines pillées en RDC, on parle de tout ça. Mais est-ce que les Congolais, quand ils parlent même de génocauste, quand ils réclament une justice pour la RDC, est-ce que les Congolais s'investissent à fond dans ces dossiers? Au contraire, les Congolais ne font qu'agir là où ils vont trouver l'argent. C'est tellement aberrant lorsque un étranger est prêt de subir un procès en France sur le Congo et que les Congolais ne soutiennent pas ces Camerounais. Est-ce que notre gouvernement a fait une déclaration? On est en train de voir plutôt les organisations de la société civile et les mouvements citoyens faire des déclarations qui sont en train de soutenir Charles Onana dans ses combats. On a vu également le prix Nobel de la paix faire une déclaration de soutien. Mais est-ce que le gouvernement congolais soutient Charles Onana dans ses procès? C'est là où on ne réclame pas la justice sur les médias. On ne réclame pas la justice sur les réseaux sociaux. On réclame la justice auprès des instances judiciaires. Et il y a plusieurs instances judiciaires dans le monde et que nous sommes signataires et que nous devons aller réclamer la justice auprès de ces instances. Et non sur des médias, et non dans des communiqués. Voilà. Et non en faisant des fêtes au niveau des ronds-points. Voilà. On réclame la justice auprès des instances judiciaires. On doit faire une révolution lucide. Si les autorités, ils agissent en pleine conscience, mais également avec lucidité et cognitivité, on ne devrait pas aujourd'hui avoir un Camerounais devant et se battre pour notre cause. Voilà pourquoi ils amènent les étrangers gérer même notre défense. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de la guerre à l'Est de la RDC? Vous aviez sûrement entendu tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, mardi 15 octobre 2024. Mentionnez dans la barre de commentaires ce que vous pensez sur tout ce que nous avions abordé exactement avec Josué Walaï, un DDH, un activiste des droits humains, mais également un acteur de la société civile jeune de la région
du Kivu. Messieurs Josué Walaï, nous vous disons merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions. Merci également à nos téléspectateurs et que nous appelons à se battre pour la justice parce que il n'y aura jamais de paix sans justice. Nous ne pouvons pas aussi finir cette émission sans parler du match. Retour au niveau de Tanzanie aujourd'hui. La RDC va pouvoir jouer avec l'équipe nationale de la Tanzanie. Un mot, Monsieur Josué Walaï, c'est quoi votre pronostic? Est-ce qu'on les mots pour le Léopard? Pour moi, je crois que nous allons gagner les matchs aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui? Oui, nous allons gagner. Et nos léopards, vous avez le soutien de tous les peuples congolais, vous avez le soutien de nous tous. Le football chez nous unit, quelles que soient les tendances politiques. Nous savons que quand même, parfois, ça essaye de nous faire oublier, même pendant les 90 minutes, et que nous sommes en guerre. Ça nous fait parfois oublier qu'il y a des atrocités qui se passent. Et parfois, on se rencontre avec les autorités, la société civile, les partis politiques de l'opposition, de la majorité, derrière les léopards. Et pour nous, on doit utiliser même le football aujourd'hui comme une arme d'unité nationale et que nos léopards doivent également s'inscrire dans cette dynamique-là, d'unir nos politiciens, d'unir les peuples congolais parce qu'on ne gagnera rien divisé, on ne gagnera rien désuni. Votre pronostic? Moi, je crois que nous allons faire encore 2-0 aujourd'hui. Voilà. Et que les 2-0 que nous allons gagner, ça sera une victoire que nous allons, personnellement, je commence déjà à dédier cette victoire à nos phares d'essai. Montrer à nos phares d'essai que de la même manière les léopards sont en train de se battre et aussi sont des léopards armés et que les léopards doivent terrasser ces petits vermines voilà, merci. Des Rwandais qui nous agressent. Merci beaucoup les dames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. J'ai eu le réel plaisir de recevoir Josué Walaï, j'étais Youssoufou Kibingila David. Pour cette belle présentation, nous vous disons merci. C'était sur Gueule Afrique Télévision. Non, il ailleurs, vous retrouverez des informations à caractère sécuritaire approfondies ainsi. Nous vous disons merci. Nous vous souhaitons un bon mardi et à la prochaine. Mettez votre pronostic également de ce match aujourd'hui avec la Tanzanie au niveau Tanzanie et à la prochaine pour d'autres actualités.